Démarrons, voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer donc une vidéo présentant le travail dirigé numéro 20, mais avant, nous allons d'abord analyser un peu les expériences, les explorations des uns et des autres, des unes et des autres concernant le travail dirigé numéro 19 qui portait sur des connexions, on va dire, végétatives motrices, après avoir exploré, cours numéro 18, des connexions sensorimotrices, excusez-moi, et allons bientôt vers des connexions entre guillemets, végétatives. Mais pour l'instant, donc, je vous invite à prendre la parole pour raconter un peu vos expériences. Donc, la parole à Carole. Donc, bonsoir à tous. En ce qui me concerne, j'ai pu expérimenter quelque chose qui m'a semblé intéressant, notamment sur la neurofonction 5, la posture donc corporelle, et l'impact, ou en tout cas la relation avec la neurofonction 12 sur la posture intellectuelle. Ma posture, notamment quand j'étais dans une discussion avec une personne, ma posture sur la chaise, mais aussi la façon dont mon corps en fait se comportait et réagissait, avait un impact sur la posture intellectuelle dans la relation, en tout cas dans la conversation avec la personne. Et quand je prenais la décision, ou en tout cas quand j'observais qu'il pouvait y avoir une forme de crispation dans ma posture et que je prenais la décision de décontracter ou de relâcher ou de changer simplement cette posture, cela avait un impact positif ou pas, peu importe la façon dont on peut le voir, sur la façon dont je réagissais, dont mes pensées, en tout cas, se manifestaient dans la conversation. En plus, ce que tu dis, c'est dans l'échange. C'est intéressant parce qu'il y a un glissement, en fait, de ces deux neurofonctions, donc 5 et 12, vers des neurofonctions, donc 1 et 8, où tu vas pouvoir te trouver avec le corps qui se relaxe et la fluidité d'idées qui se relaxe aussi. Donc, c'est en effet un très bel apport pour ceux qui nous écoutent. Alors, qui d'autre vers Laurent ou Amaury? Je vais commencer. Alors, je continue à essayer de sortir de l'effet d'être figé quand je suis en présence d'une personne avec laquelle qui je suis pas entièrement à l'aise. Alors, pour cela, j'essaie déjà de moduler ma voix, de ne pas parler trop vite. Et aussi, je peux faire que mes épaules ne soient pas hanchées, que je me tienne debout. Et dans ce sens, je sens que je suis en train de déjà faire face, peut-être pas à mon opposant, mais à l'interlocuteur pour montrer que je suis bien attentif à ce qu'ils disent et que après je peux apporter une réponse qui démontre de mal répondre. Alors, c'est probablement le travail sur lequel
j'essaie de progresser grâce à ces réflexions qu'on fait dans ces cours. Alors, en effet, là, c'est du 5 inter 1 au début. Donc, en effet, il y a la posture corporelle, et puis tu prends conscience de cette posture et tu décides de te relaxer. Et ensuite, si j'ai bien écouté, tu passes au plan intellectuel et là, donc, conceptuel. Et là, tu peux passer justement d'une idée qui va être bloquée, fixée, et tu vas pareillement la décontraster grâce à une fluidité de pensée et de raisonnement. Oui, il est sur du 1 inter 8 et fluidité intellectuelle, et puis des contractions corporelles pour une fonction 1. Et ensuite, ça l'amène, il reste sur une décontraction corporelle, et ensuite, il travaille, il est sur une neurofonction numéro 11. Donc, quand il va donner, s'exprimer, il va exprimer sa pensée, donc il l'exprime de manière beaucoup plus fluide. Fluidité des mouvements intellectuels, et en même temps fluidité intellectuelle 8 et 11. Il est sur le 8 intellectuellement, la numéro 8 intellectuellement, et la numéro 11, et en même temps, il travaille toujours sa décontraction corporelle. Et en plus, Laurent, ce qui est bien, c'est que ce que tu nous dis, ça revient à ce que tu avais dit la dernière fois, c'est ce travail intérieur que tu as mis en œuvre pour toi-même. Et ça, c'est vraiment bien de sentir en nous-mêmes une progression. Ça, super. Exactement. Alors, Amaury, très similaire à ce que Carole décrivait, c'est-à-dire la posture physique. Par exemple, sur ma chaise, dans une conversation avec quelqu'un, soit devant moi, soit sur un écran, qui impacte la posture intellectuelle. Et notamment, j'ai noté, j'ai réussi à stopper la machine dans des moments où, par exemple, je suis une position un peu plus en avant, où je vais expliquer un concept, où ma posture passe en méthode réception, on va dire, donc en arrière, pour laisser l'espace et créer l'espace pour que la personne... en gros, je passe d'un mode, on va dire, enseignant au mode... je ne sais pas si c'est enseignant d'ailleurs, parce qu'on écoute en tant qu'enseignant, mais méthode instruction et réception, on va dire. Enseignant-étudiant, il y a Voilà. aussi dans ce que tu dis. Donc j'ai noté beaucoup ça, et ce que tu disais dans le glissement entre 5 et 12 et 1 et 8, donc plutôt la tension corporelle et tension intellectuelle, effectivement j'ai noté, on passe en relaxation physique, c'est-à-dire on est dans une posture différente et on est plus confortable puisque je suis en position un peu plus relaxe, on va dire. Donc ça crée une relaxation qui fait que d'un point de vue tension conceptuelle, ça se relâche, et justement je constate qu'il y a une augmentation de l'écoute, ou une augmentation de la réception, ou de ce que j'entends vraiment, par rapport à on me parle, mais la machine entend, il y a une entrée, mais il n'y a pas vraiment le processeur ne traite pas vraiment l'information, alors que quand la posture est en mode écoute, il y a cet espace qui se crée, et donc la possibilité d'écouter de façon plus attentive, donc d'être plus présent. Et le dernier exemple, je pense, ce serait 3 inter 11, donc vision, la machine voit, et mouvement de pensée. Donc il y a deux types d'expériences. Numéro 1, dans le... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment enfin, c'est un stoppage, mais je crée le stoppage en fermant les yeux. C'est-à-dire que si j'ai un mouvement conceptuel très chaotique, par exemple trop d'informations, et donc je dirais, je visualiserais de cette façon, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a un mouvement de pensée complètement chaotique. J'accroche pas bien le thème, et donc ça part, je dirais, techniquement, ça part dans tous les sens.
en fermant les yeux et donc en ayant une vision d'un fond uni noir, j'ai noté la capacité de se recentrer d'un point de vue. Alors, je ne sais pas si c'est le mouvement conceptuel ou si c'est plus la tension conceptuelle, mais c'est vraiment. C'est un bruit, il y a un bruit énorme conceptuel, et d'un coup, on arrive à filtrer et ma pensée se centre sur un ou deux éléments précis, et donc j'arrive à repartir vers le bon chemin. Donc il y a eu cette auto-observation-là. L'autre auto-observation, c'est un stoppage au moment où justement il y a une interruption visuelle, c'est-à-dire quelqu'un essaie d'attraper mon attention au bureau, par exemple, vient devant moi et je vais y arriver, interjecte avec des signes. Ou bien je regarde au loin et il y a un oiseau ou un objet qui bouge devant moi et qui attrape l'attention oculaire. Et à ce moment-là, d'essayer de garder la concentration ou l'attention conceptuelle sur en gros, la pensée qui était à ce moment-là dans la machine, qui normalement, j'ai observé, est complètement distraite. C'est-à-dire, tiens, il se passe quelque chose devant moi. Et je perds le fil de ma pensée littéralement, alors que là j'essayais de stopper et au moment de l'interruption de garder concentration sur le fil de la pensée en gros. Donc je sais pas si c'est du 3 inter 11 ou du en gros ce sont les observations, auto-observations de mon côté. C'est un peu un rebond développé par rapport à ce que disait Carole, justement, de liaison entre un processus corporel et un processus intellectuel. Il y avait quelque chose que je décrirais d'un peu presque une sensation un peu autistique dans la dernière expérience que je décrivais, qui était je pense que les gens me voient avec un regard un peu vide, c'est-à-dire que dans l'interruption visuelle, c'est-à-dire la personne essaye d'attraper mon attention, mon regard est plus au moment où j'essaie de garder la pensée, mon regard a tendance à probablement passer vers la distance, c'est-à-dire regarder à travers la personne devant moi. Et à ce moment-là, je t'observe presque en étant hors de moi, d'être un corps étrange et d'être une pensée un peu hors de soi qui gravite autour de là. C'était c'est assez bizarre. Et d'un coup de revenir dedans, d'engager la personne devant moi et du coup de partir sur une conversation, mais la seconde, la seconde ou les 2 secondes où je fais je stoppe la machine, il y a vraiment un stoppage autour de moi. Oui. Non, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est je dirais une anticipation de ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est devant un processus sensoriel à un certain niveau parce que tu regardes et là tu actives les aires visuelles les plus avancées, on va dire 6, 7, 8, c'est-à-dire on est dans du que je retrouve mes mots dans du contraste, dans du relief et dans la profondeur de champ, jusqu'à ce que tu évoques. Donc tu vois quelqu'un, et justement à partir de là, il peut y avoir en toi une facilitation. Alors c'est intéressant aussi au niveau du travail de recherche sur la mémoire, facilitation par rapport à l'habituation, une facilitation donc sur le plan neuronal et même synaptique, à passer d'une information donc on va dire plus difficile d'accès à une information plus facile d'accès. On revient sur donc en fonction 1, en fonction 8, qui se connectent cette fois à des mécanismes visuels. Et donc, je le disais, là, tu es déjà en train d'anticiper ce dont on va parler maintenant. Là. Ça vous dit, à moins que Stéphane, tu as envie d'en dire un peu ce que je trouve. Bon, moi, je peux juste faire part d'une auto-observation, comment dire, très récente, on va dire, qui est liée au rapport entre
La vision, il y a quand même de l'émotion et une somatisation au niveau corporel. Donc 8 inter 4. Donc en relation avec mais je pense que c'est lié parce que c'est à la fois vision. de l'émotionnel, du visuel, en même temps c'est une situation, et en même temps ça se concrétise par des douleurs au cou, qui sont localisées au cou. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que généralement, quand j'ai, mettons, un rapport difficile avec une personne, en fonction du type de situation et du type de rapport, je ne somatise pas au même endroit. Donc ça c'est une auto-observation que je trouve fondamentalement intéressante. Alors, parce que le corps indique finalement, je ne sais pas si c'est le corps, si c'est... bref, il y a une indication. Il y a une indication sur les zones corporelles. Et ce que tu disais à l'instant me faisait penser aussi que si j'ai une émotion forte, une relation forte avec quelqu'un, j'ai mes zones visuelles qui s'activent ici, quoi, très fort. Je sens. Ça chauffe à l'arrière du crâne. Ça chauffe à l'arrière du crâne. Non, mais c'est vrai. Donc, ce que tu me dis, ça rebondit sur cette auto-observation que j'ai déjà menée plusieurs fois. D'accord. Alors, par contre, je n'ai pas les noms des fonctions exactes. Il faudrait que sur les 3 inter 1 déjà. Les 3 inter 1 corporel. Donc vision et décontraction, contraction corporelle déjà. Pour 3 et on se contracte. Ensuite, tu aurais peut-être aussi du 1, voire inter 12, donc une posture intellectuelle figée, hein, qui est très présente lorsque tu vois cette fameuse personne. Mais j'essaye de la... J'en ai conscience. Hein. C'est ça le travail. Donc c'est un excellent travail. De toute façon, on aura à revenir là-dessus plus tard, parce que là, bientôt, notre programme touchera à des neurofonctions et des connexions émotionnelles et motivationnelles. Et ensuite, on reviendra sur de l'émotivationnel avec du corporel et des motivationnels avec de l'intellectuel. Et donc, on aura à un moment donné complètement englobé tous ces mécanismes. Mais surtout, l'important, c'est de pouvoir prendre la distance et dire ma machine se contracte. Ah, mais oui. C'est plus je me contracte. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà un degré de liberté à penser. Donc, oui, Serge, tu voulais juste ajouter à ce que nous a dit Amaury, parce que j'ai. Donc, Amaury travaillait sur du 11 inter 3, et donc ça a la profondeur de champ, plus il était en train d'exposer donc un concept, et il était sur du 3, et il s'apercevait qu'il était en profondeur de champ. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que Amaury a eu un stoppage interne au moment où il était en train d'exposer donc ces concepts, et tout d'un coup, il y a eu cette auto-observation. Il s'est rappelé en lui-même qu'il était sur un travail où travaillait aussi la vue. Il a eu cet arrêt sur image, si j'ose le dire avec un peu d'humour, et il s'est aperçu qu'il était en profondeur de champ. Donc il regardait non plus l'individu qui était en face de lui, non, il regardait la totalité. Donc il était vraiment... voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est ça, ce stoppage interne qui est arrivé à Amaury. Et en plus, par rapport à ce que disait Stéphane, c'est très important, j'ai envie de dire interpellant ce que tu dis, Serge, parce que là, on se rend compte à quel point cette notion de profondeur de champ, donc on est en fonction 3 d'une manière intense, nous amène à percevoir non plus l'autre en 2 dimensions, mais l'autre en 3 dimensions, et donc à un moment donné, de nous soustraire, de nous extraire de ce qui se passe. Et donc, la non-fonction connectée, en l'occurrence 11 ou 12, on est dans des mouvements, des positionnements de nature
intellectuelle, eh bien, on va se dire, je peux avoir une idée qui se focalise ou un changement d'idée, mais parce que précisément, visuellement, j'ai pris ma distance, grâce à cette vision, on va dire à nouveau, avec profondeur de champ, eh bien voilà qu'on est distant aussi à l'intérieur. Ça peut être extrêmement intéressant. On peut même avoir des idées sur les idées, des méta-idées, un méta-langage. Ça peut être un moyen de se libérer du discours du moment, de l'autre qui me parle, et on y reviendra même des émotions qui peuvent jaillir après. Alors je vous propose qu'on entame, à moins que vous ayez d'autres mots à dire, alors que l'on entame le travail dirigé, donc la séance de travail dirigé numéro 20, et donc qui portera sur ce qui a commencé à se vivre là, c'est-à-dire des connexions à la fois sensorielles et à la fois entre guillemets végétatives, donc sensorie-végétative. Alors je me tourne vers toi, Serge, pour déjà peut-être présenter un petit peu ces connexions pour qu'on ait des chiffres et des mots en tête. Alors, on va travailler ce soir sur, on va expérimenter ces nouvelles neuroconnexions, donc, ce qu'on pratique numéro 20. On va présenter la 3 inter 8, donc la connexion neuronale 89, 3 inter 8, donc la vue, on en parlait tout à l'heure avec Amaury, et inter 8, donc on en parlait avec Laurent, donc la décontraction intellectuelle. Donc les auto-observations de la vue, la manière dont je regarde, qu'est-ce que je regarde, les couleurs, le contraste, comme l'a dit Nancy tout à l'heure, comme l'a dit Amaury, est-ce que je suis en profondeur de champ, est-ce que l'interlocuteur que je suis en train de regarder ou l'objet que je suis en train de regarder est en relief. Alors, on va travailler ça, on va travailler la 3 inter 13, donc la vue, toujours pareil, la vue, et inter 13, donc la vue corporelle, inter 13, donc le rôle intellectuel. Le rôle intellectuel, la manière dont je vais parler, avec quel mot. Donc le rôle, je vous rappelle, c'est au moins 3 neurofonctions intellectuelles. Donc ça peut être la 8, la manière dont je vais m'exprimer, est-ce que je suis contracté intellectuellement, décontracté intellectuellement, donc les idées en mouvement aussi, peut-être la 11, et en même temps la 13, donc les mots, le choix des mots. Est-ce que je suis présent ou est-ce que je les choisis? Est-ce que je suis un automate? On va essayer d'assembler au moins trois neurofonctions qui vont, conceptuelles, intellectuelles, qui vont constituer la neurofonction numéro 13, le rôle corporel. Ensuite, on va travailler la 7, donc l'ouïe. On va travailler les sons. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui me vient à l'oreille? Avec la inter 13, donc toujours le rôle corporel. Ensuite, on va travailler la 7, donc toujours les sons, graves, aigus, ce qui me vient de l'extérieur. Et l'inter 8, donc toujours la décontraction intellectuelle que ces sons vont déclencher chez moi. Voilà, ça va être ça. 10 inter 1. Là, on va travailler l'image interne, l'image conceptuelle, donc les souvenirs. On va se rappeler d'une situation. Donc, on va revoir l'image de cette situation. Et en interne, inter 1, donc la décontraction corporelle que cette image va provoquer chez nous. Par exemple, on va penser à un animal qu'on aimait bien dans notre jeunesse. Et alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau corporel? Est-ce que je vais me contracter? Est-ce que je vais être décontracté en repensant à cet animal, en le revoyant? Ou alors une phrase que m'a dit un camarade. Qu'est-ce que ça va générer corporellement chez moi en ayant l'image de ce camarade en train de me parler, voilà, en interne. Ensuite, on va avoir la 10 inter 6, donc toujours les images conceptuelles. Inter 6, donc le rôle corporel, la manière dont mon corps
la manière dont je vais me présenter à l'autre corporellement. C'est ça, le rôle corporel. Et là, c'est pareil que pour le rôle intellectuel. Donc, 3 neurofonctions minimum qui vont nous permettre, 3 auto-observations de 3 neurofonctions corporelles au minimum qui nous permettent d'auto-observer notre rôle corporel. Donc, la posture, donc, comment je me tiens, est-ce que je suis agité, donc 4, les mouvements corporels, 5, la posture, et puis 1, par exemple, contraction, décontraction corporelle. Donc ça va générer un rôle, et un rôle corporel qui va être perçu, vu par l'autre. Voilà, et on vous demande d'auto-observer la manière quel est votre rôle corporel. Donc là, je reviens un peu, c'est un peu, je redonne un peu quelques notions pour nous ici et pour ceux qui vont nous écouter. Et donc ensuite, on va travailler la numéro 14, la neurofonction 14, donc les sons. Mais les sons, on va se rappeler d'un son. On va se rappeler d'une musique. Donc inter 6, qu'est-ce que ça va générer en termes de rôle corporel chez nous? 14 inter 6. Et enfin, 14 inter 1, donc ces mêmes sons intérieurs, le rappel de ces musiques, de ces sons qui vont nous revenir. Inter 1, donc la contraction, décontraction corporelle. Voilà, donc 8 neuroconnexions. Et puis, je vais vous lire un petit exemple, un exemple. Donné par des étudiants donc, dans celui de 2018. Neuroconnectique enseignement. Donc, neuroconnexion corporelle conceptuelle, sensorie végétative, 3 inter 8. Ma biopsychomachine éprouve beaucoup de difficultés à regarder quelqu'un dans les yeux, tout en conservant la fluidité de sa pensée. De plus, j'auto-observe qu'interfère, accroissant ma difficulté à connecter ces 2 neurofonctions, un paramètre d'ordre affectif lié à mes neurones émotionnels et motivationnels, le risque de déranger l'autre par un regard lui semblant fixe. Selon que mes neurones visuels voient plus ou moins bien, cela influe sur la facilité ou la difficulté qu'éprouvent mes neurones intellectuels à choisir des termes et, avant cela, à lancer des idées. C'est intéressant aussi parce que là, par rapport à ce dont on a parlé un peu aujourd'hui avant, donc les uns les autres, Laurent, Carole, Amaury, c'est cette capacité qu'on a à certains moments d'être attentif à la fois à ce qui va être fluide, justement, ce qui va être difficile, mais en même temps à une autre façon de sensoriser, mais soit sensoriser en direct, soit sensoriser, comme tu disais, par rapport à la mémoire, ou, alors ça tu ne l'as pas dit et je me permets de le rajouter, à la projection, parce que parfois ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi, alors non pas une musique ou une vision en souvenir, mais une musique que l'on crée ou qui se crée dans notre cerveau à ce moment-là, ou une vision, on agence des informations visuelles qu'on avait déjà, et on crée une image nouvelle. C'est comme ça que les ingénieurs vont pouvoir créer, par exemple, un nouveau modèle de design d'automobile, par exemple. Donc, deuxième exemple, neuroconnexion corporelle conceptuelle, sensorie végétative, 14 inter 1. J'ai pu auto-observer dans ma machinerie qu'en général, les fortes tensions corporelles s'accompagnent de souvenirs sonores crispants. Deux exemples. Bon, alors, est-ce que quelqu'un irait tenter une expérience maintenant tout de suite, ou quelqu'une, en choisissant parmi celles les 8 connexions évoquées? Est-ce que la description en termes de souvenirs visuels, donc le 10, neurofonction 10, est-ce que par exemple si on me raconte une histoire et que j'ai une représentation visuelle interne, est-ce que ça compte comme
neurofonction 10. Donc moi, j'ai un exemple. Je pense que chacun a sa réponse corporelle. Mais quand quelqu'un me raconte une histoire où il y a un accident, quelque chose d'un peu sanguin, on va dire, où il y a par exemple quelqu'un qui s'est coupé, ou il y a un accident. Donc quand la machine se représente interne, j'ai une réponse corporelle, c'est-à-dire j'ai une crispation instantanée. Je ne sais pas si ça compte entre 10 inter. Alors c'est 10 inter 1. D'accord. Il y a un frisson, il y a une forme de frisson qui passe dans le bas de la colonne vertébrale, par exemple, si je représente quelqu'un qui m'explique, je coupais avec une mandoline et je me suis coupé le bord de la main. Il y a vraiment un signe physique instantané. En gros, la machine répond physiquement à la représentation mentale qui se construit. Voilà, c'est l'exemple qui me vient là maintenant tout de suite. Oui. Personne veut expérimenter, choisir une. J'allais dire la musique, si selon la situation, si je suis dans un moment de calme, ça va être les clarinettes, les flûtes. Si il y a un moment de tension, j'ai tendance à écouter peut-être la batterie. C'est très variable la musique, de mes souvenirs musicaux évidemment qui apparaissent. Donc alors ce serait du 7 inter. Non, là, on est sur du 14, parce qu'en fait, ce sont les souvenirs. 14 à 6. 14 inter 1. Et 14. Et inter 6 aussi par rapport à certains rôles qui se jouent, justement, on va être ah, ouais, ou au contraire, Là, si j'ai bien la crispation liée à un son, par exemple métallique, qui sur une métal, sur quelque chose, ça c'est plutôt en entrée. Et puis après, à l'inverse, moi personnellement, je sais qu'en fonction de mes états, de la situation, de mes états émotionnels, pas trop d'émotions. Voilà, On n'y est pas encore. Restons sur en la fonction de la situation, on va dire, j'ai des chansons qui émergent spontanément, qui passent à travers moi. Et souvent, elles représentent l'état. Alors, je ne sais pas si c'est l'état mental ou l'état corporel, mais elles arrivent à des moments précis dans des situations. Et donc, elles traduisent un état, une configuration émotionnelle. Et ça va plus loin parce que si je cherche, par exemple, des chansons anglaises, mettons que dans ma biopsychomachine apparaît une chanson anglaise, un tube connu. Et je me suis aperçu que si je cherche la signification de la chanson et sa couleur, on va dire, émotionnelle, en fait, c'est signifiant, c'est pas. Alors, c'est pas intellectuel. Justement. C'est pas cette chanson. Non, mais justement. C'est pas une chanson qui apparaît comme ça. Il y a du sens dans la chanson. Permets-moi de te recentrer. On travaille sur le domaine intellectuel. Oui. Donc, l'émotion, on verra plus tard. Et en plus, ce que tu viens de dire, comme Serge l'a bien remarqué, ce que tu évoques, c'est justement un moment intellectuel, un moment où il y a des neurones intellectuels qui sont en train de se dire, mais dans quel ordre, justement, dans quel domaine, on pourrait presque penser, dans quel ensemble en termes mathématiques. Donc, on est devant un processus réellement, strictement intellectuel, justement, pas du tout émotionnel, où tu vas avoir des neurones intellectuels qui essaient de sémantiser, de cadrer sur le plan du sens, dans quelle catégorie ça s'installe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une capacité à saisir dans les moments où on est pris par des processus, en l'occurrence, dont tu disais, justement, en fonction 14, donc une chanson qui est sur devant nous, eh bien, pouvoir se dire,
quelle est la structure intellectuelle qui va pouvoir se coller avec ça. Donc on est sur, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là parce qu'on n'est plus sur du corporel, mais sur du corporel intellectuel, ou en l'occurrence, c'est passé dans la mémoire, du conceptuel intellectuel. Et la question que je me pose dans ces cas-là, c'est comme le sens des chansons anglaises. Voilà, ça va pas de, moi, je suis pas bilingue, ça va pas de soi. Donc, la question que je mets en route dans ma biopsychomachine, c'est en quoi j'essaie de chercher le sens des mots en anglais et de faire le lien pour me donner une indication sur mon état mental. Et ça marche assez bien, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est une chanson joyeuse, ça traduit l'état de ma biopsychomachine qui est joyeuse. Et puis si c'est une chanson avec un autre thème, ça traduit peut-être une situation qui est vécue. C'est pas du tout, il n'y a pas de, ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si je creuse dans le sens des mots ou de la mélodie de la chanson, en fait, si je creuse sur les mots, en fait, ça a du sens par rapport à ma situation vécue ici maintenant. Bon, on peut tous le remarquer, mais ce qui me paraît interpellant, c'est pas trop. Alors là encore, je dis, oublions, on est très dans une civilisation où on nous parle d'émotions tout le temps et on n'est même plus attentif à la réalité plus profonde. Derrière les émotions, il y a la cogitation, il y a la cognition. Il y a, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est pas terriblement. Est-ce que c'est une chanson joyeuse? Mais est-ce que c'est une chanson qui dispose d'un rythme? Et là, on est sur un plan cognitif, intellectuel, d'un rythme qui va m'amener à avoir une posture comme ci, ou une posture comme ça. Et donc là, il y a, oui, cet effet que tu évoquais, rapport donc, de connexion entre le plan chanson mémorisé et relancé via donc, cette mémoire sonore, mais en même temps, on va connecter avec le corps en termes de posture ou de mouvement. Oui, le corps en termes de posture, d'ouverture, de relâchement postural. Et aussi, mais bon, on ne parle pas de ça, mais l'émotion qui est... Non, on restera cadré. Alors, je vais me permettre, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant pour nos auditeurs et aussi, d'ailleurs, pour le travail de recherche de Carole portant sur la vieillesse, le vieillissement et la sénescence. En fait, beaucoup d'études et mon travail de recherche porte à considérer qu'elles sont étonnamment valables, montrent que plus on avance en âge, sauf si on s'oblige justement à être ultra autodiscipliné sur le plan des connexions neuronales, plus on avance en âge et plus le cerveau mélange tout. Et là, il y a des émotions, il y avait aussi une réflexion, ah mais j'avais une sensation, mais il y avait aussi un souvenir de sensation, et ça se mélange. Et quand on veut rester jeune longtemps, là, on va faire un travail extrêmement important. Il nous faut rester extrêmement rigoureux sur quelle zone de mon cerveau j'active maintenant tout de suite. C'est pas ça part en moi, c'est est-ce que là maintenant je m'efforce d'être sur un raisonnement. Donc c'est le neurosystème intellectuel sortant. Est-ce que c'est plutôt, on va revenir sur les émotions. Oui, ça peut être une émotion, un grand sentiment, mais ça peut être aussi une sensation ou un démarrage d'action. Dans ce que tu disais à l'instant, tu évoquais des postures corporelles, mais il peut y avoir aussi des mouvements, et tu remarqueras, on en a déjà parlé d'ailleurs, les mouvements liés au rythme. Tu entends tac, 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 et tu ne te rends même pas compte que tu vas commencer à marcher tac, 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 que les pensées vont être tac, 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 que le passage, la transition d'une idée vers une autre va être tac, 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 tac.
Mais c'est vrai, mais c'est terrible. Quand on se rend compte de ça, on dit, mais je suis dans un robot, là, c'est effrayant. Exactement. Alors que si on est dans tac, attaque, tac, attaque, c'est un autre rythme. Et si on est dans tic-tac, 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 ben là, la pensée va super vite. Donc, c'est vraiment un travail à effectuer en nous, de nous efforcer à préciser est-ce que c'est intellectuel, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est corporel, et si c'est entrant ou sortant à chaque fois, pour de plus en plus contenir le processus, et donc en l'occurrence, pouvoir, on revient sur notre exemple de travail expérimental d'aujourd'hui, pouvoir se dire, eh bien, il y a une fluidité, par exemple, dans ma pensée. Il y a peut-être en effet derrière une fluidité corporelle, c'est sous-jacent de ton propos, Stéphane, mais il y aura aussi à côté la possibilité de la connecter justement à cette mémoire ou cette projection sonore, ce tic-tac, ce tac-tac, et aussi dans ce que tu disais, tout ce rapport aussi, ça nous ramène à un propos de Laurent il y a quelques minutes. Si jamais notre raisonnement il est joyeux, il va peut-être se transformer en une jolie mélodie. Et si c'est un raisonnement, alors on revient sur des émotions, quand je dis joyeux, je devrais dire plutôt facile, aisé, restons intellectuellement sérieux. Mais par contre, si jamais c'est crispant, je n'arrive pas à trouver l'idée, là, ça va être justement peut-être comme ça. On est dans des percussions. C'est aux percussions dans l'Égypte antique, mais tout à fait ça. Voilà. J'ai parlé longtemps, mais ça a peut-être une once d'intérêt. Et Carole? Moi, j'ai deux questions pour rebondir sur ce que disait Stéphane. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien, par exemple, entre la neurofonction 7, donc l'ouïe, l'écoute, et notamment un rythme donné ou une tonalité, et la neurofonction 12, la posture intellectuelle, dans la mesure où, par exemple, si le rythme est quelque chose qui nous convient, qui va nous donner peut-être aussi, avoir un impact aussi sur le mouvement, des mouvements dans le corps, donc un mouvement de pied, un mouvement de main, par exemple. Il y a une posture peut-être intellectuelle qui va être plus ouverte, plus à l'écoute de l'autre. Est-ce qu'on peut dire ça, ou est-ce que ça n'a pas de lien avec... Si, Carole, tout à l'heure, tu avais un mot qui a évoqué, ça m'amusait parce qu'à ce moment-là, le Danville dans lequel j'habite avait à peu près cette posture-ci. Et j'étais à l'écoute. Après, je peux en parler maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'Amaury disait, quand je suis dans cette posture-ci, c'est que je veux lancer les idées. Par contre, si je suis à l'écoute, plutôt dans cette posture-là. Et je réalisais à quel point, en effet, il y a une vérité absolument dans ce que disait Amaury. Donc je reprends, Carole, dans ce que tu viens d'interroger. Mais en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on peut être complètement en inhabitude, et ça, on retravaillera progressivement, peut-être au fil des années encore, on peut être tout à fait en inhabitude, on peut être tout à fait comme ça, avoir l'air schtroumpfant, et à l'intérieur de soi être très concentré, très présent. Mais on joue. C'est souvent comme ça aussi qu'on arrive à avancer, justement, parce qu'on est dans un jeu, on n'est plus dans le calibrage habituel de notre fonctionnement. Donc on se libère du fonctionnement et on développe la conscience de soi, et on va dire les neurones préférentiels. Et donc, en plus, j'étais en ce moment sur une réflexion, ce sera pour le prochain livre. J'avance sur mon travail au niveau du stade 4 de veille, et je viens de me rendre compte, maintenant je suis absolument certain, ce que j'avais évoqué dans certains livres. Tu peux rappeler ce qu'est le stade 4 de veille? Ah oui, tu as raison, Sacha. Donc, alors, stade 1, on parle, on gestualise, même on s'émeut, mais on y reviendra plus tard, sans être habitant de ce qui nous arrive.
quelqu'un nous tend la main, on se serre la main, bah, en fait, ça s'est serré tout seul, avec telle intensité, telle violence, telle douceur, on ne sait pas trop, on n'était même pas là. Stade 2, on serre la main, mais on sait que notre main se serre de cette façon-là et pas d'une autre, parce qu'on habite la machine. Bon. Stade 3, on décide de serrer la main d'une façon particulière. On est là, totalement présent. Et stade 4, eh bien, on habite tout le mouvement qui va serrer la main, qui a serré la main et qui continue d'être là. Il y a une présence qui dure dans le temps. Et j'ai découvert récemment, et je travaillerai là-dessus, et ce sera pour le prochain livre, un ajout, parce que certains d'entre vous et certaines ont pu lire déjà, nous aurions des synapses de stade 4, comme j'avais observé des synapses de stade 2, c'est assez interpellant. Mais bon, ce pour dire, voilà, quand on se met à fonctionner d'une façon apparemment asymétrique, bizarroïde, parce qu'on atteint la capacité à maintenir cela un certain temps, on modifie notre capacité à justement être dedans selon, ou plutôt plus selon l'être dehors, le Dasein extérieur, si je puis dire, en termes de philosophie. C'est-à-dire que je peux être celui qui semble émettre une idée profonde, c'est le Zen-Phil de maintenant devant vous, tout à fait dans ce que disait Amaury, mais à un moment donné, on atteint un tel degré de liberté qu'on peut être comme le Zen-Phil tranquille, qui écoute les idées de l'autre et qui, avec la même intensité, essaie de communiquer clairement une idée profonde. Voilà, un petit plus, mais c'est pour plus tard. Alors, je ne sais pas si je t'ai un peu répondu, Carole, parce que là, j'ai l'impression que je suis allé peut-être un peu loin en digression. Dis-moi. Ça a répondu à ma question et ça a mené une observation pendant que tu parlais, c'est que ma biopsychomachine a tendance à réagir complètement à l'opposé de ce qu'a décrit Amaury. Quand je suis dans l'écoute, je suis penchée vers l'autre, alors que quand je vais dans le fond de ma chaise, par exemple, moi, c'est plutôt quand j'ai une réaction je prends du recul. Donc, je suis dans une posture plutôt d'éloignement soit par rapport à la situation, soit par rapport à la personne. Donc, voilà, c'est une observation complémentaire. Et la deuxième question donc, que je me posais par rapport au TD numéro 20, c'est j'ai une observation que j'ai pu réaliser plusieurs fois, notamment quand je devais mettre en place un rôle intellectuel dans le cadre de mon activité professionnelle, pour habiter ou en tout cas être pleinement présente dans ce rôle, j'avais besoin j'allais dire d'habiter en fait l'espace. Donc là, je pense à la neurofonction 2 sur la proprioception. Donc d'habiter l'espace, je ne trouve plus le terme, de trouver ma place véritablement dans l'environnement dans lequel j'allais intervenir pour habiter le rôle intellectuel qui m'était assigné. Donc, je ne sais pas si la neurofonction 2 intègre la neurofonction 13 rentre dans le cadre de l'exercice de ce soir, mais c'était l'exemple que j'avais en tête. Alors, non, ça ne rentre pas évidemment parce que on a déjà travaillé là-dessus il y a un petit moment, mais cela dit, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous amène vers
la capacité que l'on a à pouvoir fondamentalement, derrière ce que tu viens de décrire, sentir que on est contracté dans un lieu en se disant c'est pas ma place. Et j'essaie de réfléchir, j'y arrive pas. C'est pas la profonde réflexion que je devrais avoir dans 10 minutes quand je vais prendre la parole. Donc, ça t'amène après à ce que tu viens de dire, cette neurofonction 2 qui va s'activer avec une neurofonction 4 ou une neurofonction 5 selon pour trouver la place et aller jusqu'à la place. C'est pas exactement ça, mais ça y amène et c'est tout à fait en rapport, c'est intéressant aussi, je me permets de montrer comment ton cerveau en fait a utilisé les données qu'on avait travaillées dans les mois passés, les reprend, mais sans arriver à formuler ce que tu voulais dire que je viens de formuler, mais tu nous y as amené clairement. Ça, c'est intéressant aussi. Comment notre cerveau, parfois, alors on parle de l'inconscient, en termes de neurocognitique, on parle plutôt de non-conscient parce qu'en réalité, c'est qu'on n'a pas pris l'autoroute, mais les petites routes de campagne, et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des connexions neuronales qui nous amènent, sans qu'on sache, sans qu'on ait clairement les mots, sans qu'on ait clairement la définition, la représentation, et ça nous amène exactement là où on veut aller. Oui, parce que il y a cette décision d'habiter le rôle. Alors que peut-être auparavant, il n'y aurait pas eu ce stoppage, décision, d'être présente et d'habiter ce rôle intellectuel. Et donc, c'est ça, c'est le déclencheur qui te permet ensuite, finalement, d'habiter le rôle, mais d'habiter le lieu, d'habiter l'espace avec le rôle. Et ça c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ce serait plutôt 13 qui aurait un impact sur ou qui déclencherait la neurofonction 2. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, par exemple, que c'est une contraction corporelle ou une contraction, voire même intellectuelle, qui m'amène à voir, donc utiliser la neurofonction 3. C'est ce que je viens de dire. Pardon ? Si, c'est bien ça, c'est ce que je viens de dire juste avant. C'est le 1 ou le 8, donc oui. La contraction corporelle ou intellectuelle, qui t'amène à prendre conscience que je ne suis pas au bon endroit, là, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Et qui va déclencher la prise de conscience que ce n'est pas le bon rôle, intellectuellement, je n'arrive pas à réfléchir. Je n'arrive pas à me cadrer sur un 12, sur un 11, c'est-à-dire des mouvements ou des positionnements, des postures, intellectuelles correctes. Donc, le rôle intellectuel n'est pas ce que je veux, donc je décide de marcher, en fonction 4, je décide de marcher jusqu'à trouver là où, dans cet espace, en fonction 2, je vais me sentir à ma place pour activer correctement mon activité intellectuelle. Donc c'est tout à fait le schéma, est tout à fait bien décrit dans ce que tu dis. J'avais besoin de le reformuler. Excuse-moi, là j'aurais dû non, mais il n'y a pas de... Moi, j'ai un exemple très facile auquel je ne sais pas pourquoi c'est pas venu immédiatement, mais quand je vois Dan Phil, ma posture intellectuelle change pour justement être beaucoup plus attentif et choisir mes mots d'une façon que je n'utiliserai pas avec une personne qui n'est pas, par exemple, neuroconnecticienne. Alors, ce que tu dis, Amaury, j'entends avec beaucoup de tendresse et d'entendement et de réflexion tout à la fois, donc corporel, émotionnel, intellectuel, tout est en ouverture en moi, mais en même temps prudence, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont approchés de la neuroconnectique en se disant voilà, je vais découvrir ma neuroconnectique cérébrale en fonctionnement, se sont dit au bout d'un moment, oui, mais on se rappelle d'ailleurs même de Carole ici présente il n'y a pas longtemps, et il me semble Laurent en avait parlé aussi, je me trouve devant des gens, je connais, mais sur un plan par exemple professionnel,
Et si jamais j'ai un air bizarre parce qu'ils viennent d'employer 3 fois le mot truc, machin et chose, je regarde, qu'est-ce qu'il a celui-là, ou qu'est-ce qu'elle a celle-là. Donc évidemment, peu à peu, je me replie à me dire, je ne parlerai qu'en présence de gens qui travaillent sur leur cerveau, donc en l'occurrence des neuroconnecticiens et neuroconnecticiennes, pour avancer sur cette exploration de moi-même. Mais à mon avis, il y a un moment, il faut oser. D'ailleurs, je me souviens, je me permets, Serge, de raconter une anecdote. Serge avait une position hiérarchique professionnelle. Il avait au-dessus de lui une directrice. Et à ce moment, Serge me dit, ben, je me suis permis de lui dire, avec beaucoup de respect, d'amitié, parce que je la connaissais depuis longtemps, Madame la directrice, sachez que là, vous employez beaucoup le mot truc. Et au lieu de réagir mal, elle a bien réagi en disant mais merci Serge. Donc même dans un dans un rapport hiérarchique, le sous-directeur peut devant le directeur ne pas s'effondrer. Voilà. Donc osons, mais évidemment il faut dosons aussi, il faut doser. Hein, Oui, il faut pas, il faut. Tu travailles déjà pour toi, tu travailles déjà pour ton évolution personnelle, et ensuite on accepte, parce qu'on se réveille à l'intérieur de la machinerie, ben on accepte qu'auparavant on était endormi dans la machinerie, donc tout ça, ça nous était, on ne prêtait pas du tout attention, on n'était pas là, et maintenant qu'on se réveille dans la machinerie, ben, on s'aperçoit que il y a des problématiques. Les autres parlent avec le verbe faire, avec truc, avec machin, avec chose. Et nous, ça, il faut prendre sur nous en se disant, non, moi, je suis en train de me réveiller. Et parce que je me réveille, je vais en réveiller d'autres. Parce que à m'écouter, les autres vont se réveiller. Et en plus, dans ce que vous avez pu dire là ce soir, il y a eu un moment en effet de réflexion qui a été partagé. Il y a comme c'est un peu grandiose ce que je veux dire, comme une connexion entre soi et notre environnement du moment, à tel point que, eh bien, on parlera plus tard des éléments émotionnels et même intuitifs, mais déjà on peut s'apercevoir que on se croise, on se recroqueville si par hasard on arrive dans un lieu où il y a des gens recroquevillés. On ne sait pas pourquoi. On est au contraire très, très à l'aise si on est parmi des gens très à l'aise. Et parfois les gens ne sont pas encore là, mais c'est déjà en train de fleurir dans l'air du temps, si je puis dire. C'est assez interpellant. Donc, en effet, d'auto-observer, et c'est, pour l'instant, déjà, on a beaucoup travaillé sur ce qui était corporel entrant et sortant en nous, ce qui était intellectuel, conceptuel entrant et sortant en nous. Et on s'aperçoit qu'avec toutes ces données-là, on commence à avoir en nous une capacité de plus en plus précise et rapide à capturer ce qui se passe. Il commence à nous modifier, ça modifie. Alors, je vais prendre une distance vis-à-vis de moi-même. La machinerie, les machineries dans lesquelles nous habitons. Juste pour rebondir sur ce que disait Serge dans ou l'exemple que tu donnais de Serge avec sa directrice, j'ai tendance à, donc dans le même contexte, de façon un peu retournée, quand quelqu'un utilise des mots assez élaborés, je les arrête et je leur dis, tiens, tu m'as appris un mot très intéressant, utilisons-le dans une soirée ou dans une phrase, et j'essaie de retenir le mot pour justement enrichir. Donc c'est pas leur dire qu'ils sont dans une position un peu plus utiliser le verbe faire, mais c'est au contraire encourager l'utilisation de mots très précis que je connais probablement pas, parce que je connais pas tous les mots de la langue. Donc, voilà, ça résonne en moi. Dans la langue de Shakespeare ou de Molière? Qui est très emprunté du français. Hein. Il y a plus de mots en anglais qu'en français. 3 fois plus de mots. Surtout que l'anglais a tellement pris à beaucoup de langues, français à l'allemand notamment, néerlandais, donc oui. Voilà. Est-ce qu'il y aurait
Des réflexions supplémentaires, des suggestions de lancement par rapport à ce travail donc, entre ce qui est sensoriel et entre guillemets végétatif, ou bien nous allons clore le moment enregistré. Carole? Je pense avoir mieux cerné le sujet de ce TD, mais là, je n'ai pas d'exemple en tête. Donc, j'attends d'expérimenter. D'accord, bon, on en a donné déjà quelques-uns. Bon. Alors, du côté de Laurent, d'Amaury. C'est bon. Okay. Bon, alors, nous allons pouvoir clore ce moment avec un sourire et beaucoup de joie. On se prépare à des émotions.